Vous avez écrit La France d'après, Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Ça, c'était en 2023. Alors peut-être que là, maintenant, c'est la France d'après, je ne sais pas, vous me le direz. Vous êtes directeur du département opinion et stratégie d'entreprise. Les journaux reviennent largement sur les conséquences des élections européennes, c'est-à-dire bien sûr sur la dissolution de l'Assemblée nationale et le vote prochain, le 30 juin, premier tour de ces élections législatives avec les conséquences, cette bombe à fragmentation, comme dit l'opinion. Pourtant, l'une des surprises, c'est qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Je parle bien sûr du résultat des élections européennes, Jérôme Fourquet. Oui, effectivement, les sondages d'intention de vote, alors on parle bien d'intention, mais étaient assez proches de ce qui s'est passé. Les dynamiques étaient annoncées depuis un moment déjà. Sans doute que Emmanuel Macron a été peut-être un peu aveuglé par le précédent des élections européennes de 2019, quand déjà un certain Jordan Bardella menait la tête de la liste Rassemblement national, que déjà la Macronie avait désigné une personnalité peu connue, Nathalie Loiseau, pour mener la liste du parti présidentiel, et que déjà à l'époque, le RN avait fait la course en tête, mais dans la dernière ligne droite, Emmanuel Macron s'était personnellement impliqué dans la campagne des européennes, et ce qui avait permis à sa liste de revenir au score, puisque au soir des européennes de 2019, la liste En Marche était distancée uniquement d'un point par la liste Bardella. Et là, tout au long de la campagne, on a fait savoir du côté de Matignon et de l'Élysée que l'implication du duo exécutif allait permettre de remonter l'écart. Sauf que l'écart de départ était bien plus important. Dès le début, le sondage IFOP fiducial pour Le Figaro LCI montrait qu'on était à des niveaux très importants de vote pour le Rassemblement national, à plus de 30%. Et très vite, on a vu que la liste de Valérie Hayé, qui avait commencé à 19%, avait pris le toboggan, si je puis dire. Et donc, remonter 10 points, c'était mission tout à fait impossible. Pourtant, on s'est accroché jusqu'au dernier moment dans la Macronie à cette idée-là, et le miracle ne s'est pas produit, d'où sans doute ensuite la décision radicale de procéder à la dissolution, comme jeter un coup de dé, faire tapis, pour essayer de relancer quelque chose de nouveau. Jérôme Fourquet, vous qui analysez les sondages, mais aussi les votes, comment s'est opéré le transfert de voix? Comment est-on passé du résultat que vous venez d'évoquer pour 2019 à celui donc de 2024? Alors, pour ce qui est de la dynamique très importante pour le Rassemblement national, hein, qui progresse de 8 points, on constate plusieurs phénomènes. D'abord, le fait que ce parti ait consolidé sa base, que l'électorat qui vote RN a revoté RN sans aucune hésitation, qu'un phénomène de vote utile s'est produit dans le camp de la droite radicale, euh, la liste Bardella captant à peu près un tiers des gens qui avaient voté pour Éric Zemmour à la présidentielle. Oui, mais justement, parce qu'en 2019, Éric Zemmour n'existait pas, je veux dire, Oui. Alors, sous forme de force politique, parce oui. qu'en fait, il faudrait Alors, si on placer... compare par rapport aux européennes, très bien. Donc, la base RN est restée stable, et il y a une capacité à aller chercher des électorats qui venaient, je dis bien, de partout. À la fois des gens qui avaient pu voter pour la Partout droite, en termes de vote. partout en termes de vote, des gens qui avaient pu voter pour la gauche et des gens qui avaient voté pour Emmanuel, enfin, la liste macroniste. Si on compare à la présidentielle, parmi les gens qui sont allés voter à la présidentielle et qui ont revoté aux européennes, à peu près 10% des gens qui avaient voté Macron ont voté Bardella, 10% de ceux qui avaient voté Mélenchon ont voté Bardella, et 15% de ceux qui avaient voté Pécresse ont voté Bardella. Et on est à plus de 30% parmi ceux qui avaient voté pour Éric Zemmour. Donc la base de départ, et qui se voit confortée, consolidée par des apports nouveaux venant de tous horizons. Et alors, si on compare, je ne sais pas si cela a été fait, mais ceux qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, avec ceux, puisqu'on Ouais. s'approche de cet étiage aujourd'hui, si on somme toujours Ouais. les voix en faveur de Jordan Bardella et ceux qu'a obtenu Éric Zemmour. Alors,
en nombre de voix, on est très loin, puisque la participation à la présidentielle était bien plus importante que dimanche dernier, même s'il y a une bonne participation pour des élections européennes, on n'est jamais qu'à 50% de participation. Néanmoins, vous avez raison, beaucoup de choses étaient écrites dans les résultats du second tour de la présidentielle, qui, de mon point de vue, ont été escamotés par les commentateurs et les analystes un peu rapidement, en se disant, une nouvelle fois, Emmanuel Macron est élu. Plafond de verre. Oui, il y a le plafond de verre, mais un plafond de verre qui est sur vérin, si vous voulez. C'est-à-dire que quand Marine Le Pen, au deuxième tour, fait 41,5% des voix, c'est colossal. Et donc, ce potentiel, c'est en partie exprimé dimanche dernier, avec ce score tout à fait fracassant de la liste Rassemblement national. Score fracassant et puis apparition d'une figure politique, Jordan Bardella, qui n'existait pas de cette manière-là, évidemment, en 2019. Alors effectivement, il y a deux composantes dans la victoire du RN. Il y a ce qu'on pourrait appeler la montée des eaux bleues marines, avec la diffusion dans différents espaces géographiques, notamment une poussée dans la France de l'Ouest, une progression dans des catégories sociologiques et démographiques qui étaient jusque-là assez réfractaires. On a des votes pour le Rassemblement national à plus de 25% chez les retraités, 20% chez les cadres. Donc ça, c'est la montée des eaux bleues marines, cette diffusion de l'audience. Et puis le deuxième étage de la fusée, c'est l'équation personnelle Bardella, son image, sa notoriété, sa très forte visibilité sur les réseaux sociaux, plus de 1 300 000 abonnés ou followers sur TikTok, par exemple, qui ont fait de lui un candidat un peu coqueluche. Beaucoup de gens qui ont voté pour lui l'appellent d'ailleurs par son prénom. On disait on va voter pour Jordan, comme on votait pour Marine. Et donc il y a aussi cette équation personnelle qui est venue se surajouter à la dynamique de fond. C'est ce qui fait que la carte de France est assez simple à analyser. Il y a du bleu partout. Alors, j'ai dit d'ailleurs une erreur hier, parce que sur la foi de la carte du Figaro, je pensais que la Drôme était en rose pour Glucksmann. Ça n'est pas le cas. Je dois corriger cette erreur. Mais on voit, Jérôme Fourquet, qu'en dehors des grandes villes, il y a en fait un vote premier pour le Rassemblement national. Alors, c'était déjà en partie le cas sur les élections précédentes, à deux exceptions près, enfin à deux nuances de taille près. La première, c'est que la zone d'influence s'étend, notamment sur toute cette France de l'Ouest. Pour la première fois, la Bretagne, par exemple, a mis le Rassemblement national devant, ce qui est historique. Donc on élargit encore l'assise territoriale en dehors des villes pour le Rassemblement national. Et la deuxième différence majeure cette fois-ci, c'est que dans les endroits où le RN était déjà fort, aujourd'hui on est sur des scores qui sont stratosphériques. C'est-à-dire que si vous prenez uniquement la France des communes rurales ou des petites villes, les agglomérations de moins de 20 000 habitants, typiquement une sous-préfecture, ça représente 40% de la population, mais quand vous regardez la carte de France, c'est la France. La France rurale plus les petites villes, c'est le territoire national. Et bien dans cette France-là, la liste de Bardella fait en moyenne nationale 40%. Donc on a, comme il y a une France du 80 km/h, on pourrait dire qu'il y a une France du 40%. Et donc là, c'est quasiment l'intégralité du territoire national hors grandes agglomérations. De mémoire de sondeur, ça vous fait penser à quoi ? Un parti qui arrive à ces niveaux-là de vote sans qu'il y ait donc une coalition, un programme commun, que sais-je. Alors, on est sur quelque chose de très puissant. Et toute chose étant égale par ailleurs, si on se projette et qu'on se place un peu en dynamique, on peut se dire que ça rappelle peut-être en partie ce qui s'est passé à la fin des années 70 avec la montée du vote de gauche et l'installation progressive de l'idée qu'il y avait une alternance qui se dessinait comme un peu étant inéluctable. On voit bien aujourd'hui que dans toutes les têtes, cette idée d'une possible victoire du Rassemblement national, alors jusqu'à dimanche, on disait en 2027, depuis dimanche soir, on dit peut-être dès début juillet, est en train de s'installer comme si elle avait quelque part la force d'une évidence. Mais alors, ce sont les électeurs qui ont changé ou le parti qui a évolué? Je parle du Rassemblement national, Jérôme Fourquet. Alors, c'est les deux, si je serais tenté de dire. C'est-à-dire qu'on a à la fois des circonstances, des évolutions dans la société française
avec un cocktail très puissant qui a constitué le carburant pour le Rassemblement national. Ce cocktail est composé de fortes tensions sur le pouvoir d'achat. Le Rassemblement national, dès la campagne de Marine Le Pen en 2022, s'est positionné sur ce sujet-là. Et puis des questions qui sont liées à l'intégration, l'immigration et les questions de sécurité. Donc ce cocktail-là qui travaille en profondeur la société française et sur lequel le Rassemblement national avait de longue date avancé des propositions et des prises de position fortes, a contribué à cette dynamique. Et puis parallèlement, ce qui s'est passé hier, dimanche, c'est aussi le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie par Marine Le Pen et donc le parti lui-même. Alors chacun jugera si dans ses profondeurs il a changé, mais en tout cas en termes d'affichage, en termes de discours, en termes de positionnement, c'est l'aboutissement de la stratégie d'abord de dédiabolisation, puis maintenant de respectabilisation, qui a manifestement porté ses fruits, notamment dans un électorat qui passe un peu sous les radars, mais qui compose quand même la moitié du corps électoral, qui est l'électorat féminin, où on voit que la liste Bardella a énormément progressé. Je pense que c'est notamment dans cet électorat que la stratégie de respectabilisation a porté ses fruits. On va revenir sur la France d'après pour reprendre le titre de votre ouvrage, Jérôme Fourquet, publié aux éditions du Seuil dans une vingtaine de minutes. 7h56. Guillaume Erner. Retour avec Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Vous avez notamment publié La France d'après aux éditions du Seuil. Vous nous avez raconté, Jérôme Fourquet, comment élection après élection, le Rassemblement national est devenu de plus en plus important jusqu'à jouir aujourd'hui de la première place avec des résultats importants, près de 40% dans un grand nombre de régions de France. Le rapprochement d'Éric Ciotti avec le Rassemblement national, revenant sur un certain nombre de ses propos, sur le fait qu'il était impossible pour les Républicains de s'allier avec le Rassemblement national. Ce choix est-il judicieux sur le plan électoral? Je mets de côté, bien sûr, les aspects moraux, politiques de cette alliance. Alors, je pense que la décision d'Éric Ciotti, comme vous l'avez rappelé, est à éclairer de sa position personnelle et de son territoire d'élection dans les Alpes-Maritimes, son ambition niçoise, dans un département où le Rassemblement national est très puissant, où ses anciens amis disent que sa circonscription était menacée par le RN. Mais plus globalement, je pense aussi que cette décision est une des réponses possibles à la situation qui s'est dessinée dimanche soir avec un score de la liste Bellamy qui est assez modeste. Alors, il fait plus que Valérie Pécresse à l'élection présidentielle, mais on voit que LR n'arrive pas à desserrer les mâchoires de l'étau dans lequel il est prisonnier depuis maintenant 2017, avec d'un côté le fameux bloc central composé en partie d'anciens LR qui aujourd'hui fustigent le choix d'Éric Ciotti, mais qui, eux, sont passés avec armes et bagages dans le camp de la Macronie. Je pense notamment à messieurs Estrosi et Muselier en PACA, mais nous avons monsieur Darmanin au ministère de l'Intérieur, monsieur Bruno Le Maire au ministère de l'Économie. Donc il y a toute une partie de la droite qui aujourd'hui compose ce bloc central. Et puis de l'autre, un Rassemblement national qui est en dynamique. Et donc, dans cette situation-là, notamment dans un système électoral à 2 tours, si vous n'avez plus la masse critique suffisante pour prétendre à être au second tour, vous devenez une force supplétive. Et une force supplétive, à un moment, elle doit savoir de quel côté elle tombe et avec qui elle s'allie. C'est sans doute un des calculs d'Emmanuel Macron quand il décide de procéder à la dissolution en disant « Nous allons poursuivre le travail de disruption du paysage électoral en finissant de dynamiter à la fois ce qui restait de la gauche de gouvernement et de la droite de gouvernement pour forcer toute une partie de ces gens à venir nous rejoindre. » Et donc on se dit que face à ceux qui, du côté de LR, vont tomber du côté du RN, certains vont choisir, le parti étant encore amputé, de basculer vers le bloc central. C'est le sens de la main tendue hier par les ministres issus de LR
j'avais oublié Rachida Dati, qui disent à leurs anciens amis, il n'y a plus d'avenir à LR, il faut maintenant rejoindre le bloc central. Et on espérait et on escomptait à l'Élysée que le même phénomène se produirait au PS, avec en gros toute une partie des gens qui avaient voté pour la liste de Raphaël Glucksmann qui se refuseraient à se refondre dans une alliance NUPES sous domination mélenchoniste et qui aurait vocation à rejoindre le bloc central. Sauf que pour que cela marche, il faut que, encore une fois, c'est une question dynamique, le bloc central soit attractif. Et à 15%, c'est pas forcément autour de vous qu'on se recompose. Et oui, puisqu'il y a d'un côté une alliance de gauche qui, effectivement, a vu le jour très rapidement. Et de l'autre, donc, le bloc formé par le Rassemblement national, une partie de Reconquête, puisqu'il n'y a pas d'alliance officielle, mais on peut imaginer une discipline de vote. Dans ces conditions, on voit qu'il pourrait y avoir trois portion de France. Est-ce que c'est encore une France archipélisée, Jérôme Fourquet, selon le terme que vous employez, ou est-ce qu'avec ces trois partis, alors certes, ça n'est pas la bipartition historique, mais ça n'est pas non plus une fragmentation absolue? Non, mais on voit bien que ces alliances électorales ou ces blocs présentent une certaine diversité. C'est évident dans le bloc central. On le voit dans le bloc... Évident dans le bloc central. Oui, entre une aile gauche et une aile droite, on a des gens qui viennent d'horizons politiques. Là, peut-être que les choses se sont éclaircies, parce qu'avec Valérie Hayé à 15%, il y a eu un éclaircissement de ce bloc-là, avec, on pourrait parler donc également d'un rapetissement. Oui, mais il y a des gens qui viennent d'horizons politiques différents dans ce bloc. Sur le bloc de la droite nationale, bien évidemment, l'écrasante domination, c'est le RN, mais quand on regarde la sociologie des votes, on voit bien que l'électorat zémouriste est un électorat plus aisé, plus urbain que celui du RN, donc il y a des différences. Et puis à gauche, il y a aussi de grandes différences entre l'électorat qui a voté Insoumis, l'électorat qui a voté Glucksmann. On voit clairement, par exemple, une fracture générationnelle très claire, avec une gauche plus âgée qui est plutôt Glucksmann, une gauche plus jeune, plus des banlieues qui a voté Insoumis. Donc il y a ces différences intéressantes. Et je reviens à le papier de votre collègue tout à l'heure qui citait un article apparemment très intéressant de L'Orient le Jour, journal libanais. Dans la revue de presse internationale de Catherine Dutu. Voilà, L'Orient le Jour, un journal libanais qui pose un diagnostic, j'allais dire, à la libanaise sur la société française en partant des remous suscités par le basculement de notre pays dans un modèle multiculturaliste face à notre vieille matrice assimilationniste. Donc je pense qu'on est bien dans cette France qui s'est archipélisée, et une partie de l'instabilité politique qu'on connaît aujourd'hui est la résultante de cette situation nouvelle. Bon, je pense qu'il ne faut pas prendre le parallèle jusqu'au bout, parce qu'au Liban, il y a la domination du Hezbollah, donc je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Moi, je trouve ça très intéressant que ce soit une journaliste libanaise qui porte ce type de regard avec sa grille de lecture. Bien sûr, mais on voit aussi que l'ambition du Rassemblement national, et donc d'une partie des Républicains qui rejoindraient le Rassemblement national, c'est d'incarner une forme de vraie droite. D'ailleurs, Éric Ciotti, hier, dans son interview à TF1, insistait beaucoup là-dessus. Il disait, il faut une droite, les Français veulent de la droite, on va leur donner de la droite. Il a prononcé le mot droite un grand nombre de fois, comme si on avait, alors je vais prononcer un mot sacrilège, comme si on voulait recréer ce que disaient les gaullistes. Le gaullisme, c'est le métro aux heures de pointe. Donc c'est ça l'ambition, la volonté d'abandonner le mot extrême droite. D'ailleurs, ils sont très sourcilleux au Rassemblement national pour dire on n'est pas d'extrême droite. Ça, est-ce que ça n'est pas aussi quelque chose qui va, bien disons, en faveur d'une thèse pour rassembler des sociologies différentes? Oui. Alors, Monsieur Lemarrier a évoqué les points de passage qui pouvaient exister entre ces deux familles politiques. Et puis il a dit que, on en reparlerait peut-être, donc on va en reparler, les points de divergence notamment qui sont sur la question économique. Et donc là, on peut l'escamoter le temps d'une campagne, mais vous voyez déjà que Jordan Bardella dit en cas d'accession au pouvoir, comme on n'aurait pas les coudées complètement franches,
on n'appliquerait pas tout de suite l'intégralité de notre programme. Et au hasard, une des mesures que nous différerions, ce serait celle de revenir sur la réforme des retraites. Et donc là, c'est un signal envoyé à l'électorat de droite qui est à conquérir, qui est un électorat majoritairement âgé ou de CSP+, qui ont plutôt soutenu cette réforme. Mais vous ne pouvez pas donner des gages à cet électorat à conquérir sans fâcher votre base traditionnelle. On rappelle que la liste Bardella a fait 45% des voix chez les ouvriers et les employés. Et donc à cela, leur dire, en fait, on va s'occuper d'immigration, d'insécurité, mais économiquement, on ne va pas exactement faire ce que nous avions promis. Regardez aussi quelle a été l'attitude très ambiguë de Marine Le Pen face à l'annonce de réforme de l'assurance chômage, en disant c'est inique de demander toujours davantage d'efforts aux gens les plus modestes. Elle a en tête son électorat, notamment du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Et en même temps, dans d'autres discours, on va taper à bras raccourcis sur l'assistanat. Et donc, à un moment, si cette synthèse venait à se faire avec la droite, il y aurait besoin d'une clarification économique et il faudrait qu'à son tour, le RN sorte du en même temps. Mais ça veut dire aussi que la droite économique pourrait être incarnée par le pôle centriste qui, dès lors, deviendrait peut-être moins centriste sur le plan de la politique économique suivie. Alors, on voit bien effectivement que toute une partie de l'électorat de droite traditionnel, je caricature, chefs d'entreprise, les habitants des beaux quartiers, sont passés déjà avec armes et bagages du côté de la Macronie. Et donc on revient à notre problème initial, c'est-à-dire que les Républicains se sont fait désosser sur différents pans de leur électorat naturel, et donc ils sont réduits à leur colonne vertébrale, ce qui n'est plus suffisant pour peser aujourd'hui significativement. Alors à ça, on ajoute une dimension géographique qui va se mesurer sur les législatives, c'est que les LR donc, ont quelques bastions qui sont encore tenus aussi par des personnalités locales qui sont très implantées, et donc qui sont élus en grande partie sur leur nom. Mais vous voyez bien que là, on passe à une autre logique, c'est-à-dire c'est un parti qui, comme à un moment le Parti communiste, alors les LR bondiraient si on les comparait aux communistes, mais avaient des fiefs, mais n'avaient plus la capacité à peser nationalement. Jean Lémarie. Est-ce que ce n'est pas une des clés du scrutin qu'on cherche tous à analyser, du scrutin à venir, ce décalage entre des réalités locales et une lecture nationale? Oui, alors même si le national va jouer énormément, il faut bien comprendre la logique ou la mécanique d'une élection législative qui est un scrutin à 2 tours. Il y a d'abord la capacité pour chaque force politique à faire accéder au second tour le plus grand nombre de candidats. Donc on prend un exemple qui est celui de la gauche. La gauche, lors des législatives de 2017, est partie divisée au premier tour. Elle avait fait, quand on cumule les scores de gauche, à peu près 25 à 26% des voix, ce qui lui avait permis d'accéder à seulement 130 circonscriptions pour le second tour, parce qu'elle était divisée. En 2022, avec la même mise de départ, mais cette fois sous candidature unique, sous bannière NUPES, avec le même tarif au premier tour, la gauche était présente dans 417 circonscriptions au second tour. Donc vous voyez l'effet colossal de ce mode de scrutin. D'où le fait que les états-majors des différentes formations de gauche aient ces chiffres en tête. D'où le fait qu'en 24 heures, à la suite de l'annonce de la dissolution, ils ont décidé de mettre, comme on dit, la rancune et la rancœur à la rivière et de recéler un accord électoral, même s'il faudra débattre, etc. Deuxième élément... Jean Lémarie, il fait la moue. Non, on va voir, c'est Mais pas les encore chiffres, fait, mais c'est vrai qu'ils réfléchissent Les, vite. les chiffres peuvent, parce qu'on on voit bien les couleuvres qu'il a fallu mettre dans les casseroles pour les avaler, mais d'un autre côté, les chiffres sont là. Les chiffres sont là, et alors je vais vous en donner deux ou trois autres. En 2022 déjà, toute une partie de la gauche de gouvernement disait que ce n'était pas possible d'accepter une alliance avec la France insoumise, d'accepter tous les propos et les dérapages de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, dans bon nombre de circonscriptions, on avait eu des dissidents de gauche
venant du PS qui s'étaient présentés contre le candidat NUPES. Et dans 95% des cas, ces candidats dissidents avaient été battus. Et donc, il n'y a pas forcément d'espace à l'heure actuelle pour des candidatures dissidentes. Vous voyez les mots très puissants qui sont convoqués et qui parlent à l'imaginaire de gauche. On parle d'un nouveau front populaire. Les jeunes qui étaient devant les QG des partis dimanche soir scandaient « unité, unité », comme leurs grands-parents scandaient au moment des manifestations qui avaient donné lieu en 1936 à la constitution d'un front populaire, en disant il y a la menace de l'extrême droite, le retour du fascisme, et donc c'est très puissant comme imaginaire. Si on regarde maintenant dans les logiques de second tour, une fois qu'on s'est allié pour passer la barre du premier tour, au second tour, ce qui compte, c'est de savoir est-ce qu'on a des réserves, est-ce qu'on a des alliés, ou à minima, est-ce qu'on n'est pas victime d'un front républicain. Et là, je vous donne là encore 2 chiffres. En 2017, il y avait 100 duels au deuxième tour entre le Front National et ce qu'on appelait à l'époque la République en marche. 100 duels. Le RN avait gagné dans 7 cas. Donc ils avaient été écrasés parce que l'électorat de gauche avait pratiqué le Front républicain massivement et avait voté pour la République en marche. En 2022, il y avait 108 duels entre le RN et Ensemble, donc le camp macroniste. Le RN a gagné dans 54 circonscriptions parce que le Front républicain n'a plus fonctionné et que toute une partie de l'électorat de gauche a dit c'est bonnet blanc, blanc bonnet, nous c'est hors de question que pour faire barrage à l'extrême droite, nous votions pour les candidats du camp macroniste. Avec ce qui s'est passé depuis 2022, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, ce souhait de dissolution, on voit mal les électeurs de gauche venir au secours des marcheurs face au RN. Et inversement, dans d'autres circonscriptions, quand il y aura un duel entre la gauche et le RN, on voit mal les électeurs macronistes se dire on va voter pour les candidats insoumis ou les candidats de la NUPES pour faire barrage au Rassemblement national. Ce qui a changé, c'est à la fois la capacité du RN à accéder à un plus grand nombre de second tours et de ne plus être victime d'un tir de barrage systématique qui les écrasait quasiment à coup sûr à chaque fois. Jean Lémarie. Si je suis votre raisonnement jusqu'au bout, qu'est-ce que ça donne, ça, dans l'isoloir et dans les urnes? Alors, il faut être très prudent, parce que vous voyez que c'est une mécanique très complexe, mais l'hypothèse que nous, à ce stade, on privilégie, avec en tête le fait qu'il y aura beaucoup d'inconnus à tout ça, c'est qu'on s'acheminerait peut-être vers, non pas une majorité absolue pour le RN, mais une chambre, une Assemblée nationale qui serait encore moins gouvernable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Concrètement, un contingent de députés RN bien plus nombreux qu'aujourd'hui, peut-être 150 à 200, une gauche qui serait en certaine dynamique, qui part de 130 députés, qui aurait peut-être 150, 180, 200 députés, et puis un bloc central, un camp macroniste, qui serait réduit peut-être à 100, 150, hein, il faut regarder. Et donc ces 3 blocs dont Guillaume Erner parlait, qui se regarderaient en chien de faïence, qui seraient en incapacité de s'allier les uns avec les autres, mais qui seraient tous les 3 très éloignés du seuil des 289 députés qui donne la majorité absolue. Avec le jeu des motions de censure. Mais alors, j'ai envie de vous poser la question. Et un président de la République en surplomb. Alors justement, j'ai envie de vous poser la question, tout ça pour ça. Alors, vous n'êtes pas le responsable. Hein. J'ai bien lu les articles qui imputent à tel ou tel la responsabilité de la dissolution. Je n'ai pas vu votre nom, Jérôme Fourquet. Et à titre professionnel, on s'en serait passé d'organiser des opérations électorales en 3 semaines. Voilà, voilà je vois votre mine. Vous avez l'air fatigué, radieuse, Jérôme, et ça ne va pas. Radieuse, voilà. Et ça ne va pas s'arranger. Mais il y a effectivement une question, c'est pourquoi a-t-il fait cela? Alors, il y a 2 types de positions parmi les commentateurs politiques. Mon camarade Jean Lémarie estimait dans son billet que finalement le choix était contraint par l'hypothèse d'une motion de censure, ce qui, bien sûr, ne gomme pas la question du calendrier. Je parle sous votre regard, Jean, si je ne déforme pas vos propos. D'autres commentateurs sont plus sévères et estiment que c'est une bourde absolue et une manière donc de précipiter le pays dans une aventure dont personne finalement ne maîtrise les tenants et les aboutissants. Jérôme Fourquet, votre point de vue? Alors, moi, je pense que tout procède en fait du soir du 2e tour des législatives de 2022. À l'issue de ces élections,
Emmanuel Macron n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc il est empêché, il est gêné depuis ce moment. Il a pu s'appuyer sur les outils de la Constitution et de la Ve République pour essayer de contourner l'obstacle ou d'enjamber, comme on dit en Macronie. Mais on est arrivé, si vous voulez, au bout de l'exercice. On a essayé d'acheter du temps en début d'année en pratiquant le remaniement, qui, moi, m'a beaucoup surpris parce que je me disais, autant utiliser cette cartouche après des européennes qui s'annoncent mauvaises. Et donc, de ce point de vue-là, la Macronie a été servie. Et donc, cette cartouche ayant été utilisée, l'Assemblée étant toujours hostile majoritairement au camp présidentiel, il fallait sortir de cette espèce de corner politique. Alors, on aurait pu sortir un peu plus tard en disant on attend que les JO se déroulent, il y aura d'autres commémorations, peut-être que la météo va s'éclaircir un petit peu, mais Emmanuel Macron a décidé de provoquer les événements. Donc, c'est un choix, je pense, qui est en grande partie contraint, mais qui procède aussi peut-être d'un calcul qui est celui de se dire on va poursuivre la disruption politique, comme on le disait tout à l'heure, en menant une campagne éclair. On va forcer la gauche de gouvernement, ce qui reste de gauche de gouvernement et de droite de gouvernement, à venir nous rejoindre. Mais c'est encore une fois un pari très audacieux, mais rappelons-le, qui est fait quand même sous contrainte. Il n'avait pas toutes les cartes en main, le président, quand il a décidé d'appuyer sur le bouton. Jean-Lémarie. Mais ce qui me frappe, et on y revient, c'est effectivement la question des délais, du délai choisi par le président de la République. Des législatives, là, quasiment demain, dans 3 semaines, provoquer encore une fois une disruption violente, ce qu'il aime tant. Pourquoi ne pas avoir donné du temps au temps ? Ça aurait pu éventuellement, c'était une des hypothèses, permettre des recompositions un peu plus approfondies. Il a fait un choix totalement différent. Mais il a fait le choix de pratiquer l'opération à chaud, si je puis dire, en disant on va forcer la recomposition politique, et on voit dans notre histoire que parfois le temps politique s'accélère, donc on est en plein dans ce scénario-là. Regardez ce qui s'est passé encore une fois à gauche, c'était pas ce qui était attendu, mais en 24 heures, la NUPES a été reformée alors qu'on n'en donnait pas cher au regard des propos qui étaient échangés entre listes de gauche pendant la campagne européenne. Et puis, vous avez repassé un sonore d'Éric Ciotti qui, il y a 3 ans, disait que c'était hors de question de s'allier avec le Rassemblement national. Et là, sous le coup de l'annonce de la dissolution, en 48 heures, il a changé de point de vue. Donc regardons ce qui s'est passé depuis dimanche soir. Et je ne dis pas que tout ça va être bénéfique pour le camp macroniste, mais force est de constater qu'il a provoqué une réaction chimique en chaîne et qui va accélérer les choses. Lui pense qu'au bout du bout, ces effets seront profitables à son camp, ce qui est loin d'être avéré et démontré. Mais ce qui veut dire, là aussi, Jérôme Fourquet, qu'on pourrait se retrouver non pas face à une autre majorité, mais une France ingouvernable, puisque, alors on ne l'a pas rappelé, mais une dissolution, cela ne peut se faire qu'une fois par an. Donc, si la Chambre est ingouvernable, eh bien, il faut gouverner avec cette Chambre-là. Qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, une nouvelle élection présidentielle éventuellement, Emmanuel Macron et ses stratèges font aussi le pari que face à cette perspective, une partie, pense-t-il, des Français, et je mets des guillemets, va se ressaisir et va lui apporter son soutien sur une logique de moi ou le chaos, ce qui est très hypothétique, parce qu'encore une fois, comme disait Jean-Lémarie, avec ce calendrier très, très rapide et très, très resserré, c'est faire le pari que beaucoup d'électeurs vont changer de regard sur la situation du pays, sur leur vote, en seulement 3 semaines. Et ce qui est quand même quelque chose qu'on n'a quasiment jamais vu. Mais il y a en revanche le volant de la participation. Alors, qui peut jouer, et on voit aussi que le deuxième tour, c'est le 7 juillet. Donc, le 7 juillet, les vacances scolaires auront commencé. Pour la participation, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, on est dans, un océan d'inconnus dans lequel le président a précipité le pays dimanche soir. Et les sondeurs. Et les sondeurs avec. Jérôme Fourquet, Le Monde d'après, c'est votre livre publié aux éditions du Seuil. Merci de nous avoir accompagnés.